belle. Je fais maximum. Peut-être qu'on devrait aller là-bas. Ça va peut-être mieux, je sais pas, mais ça accroche pas. Oui, oui, oui. Bah, vous savez, on a une connexion un peu moyenne en fait. Hein. Ça dépend. Là, hier, de 18h à ce matin 10h30, tout est occupé. D'accord, d'accord. Bah écoutez, c'est pas grave. Merci beaucoup. C'est très sympa en tout cas. Vous êtes où là en ce moment exactement? Là, je suis dans la banlieue de Donetsk. Dans la banlieue de Donetsk. D'accord. Pour un reportage, pour qui? Pour si je peux vous le demander? Ah, le reportage que je tourne actuellement, eh bien, je le fais comme pour Donbass 1. C'est des documentaires que je mettrai en ligne. Là, j'ai Oui. déjà 3 maisons de production qui veulent me rencontrer pour voir les images. Je ne cite pas leur nom par confidentialité. Bien sûr, bien Mais sûr. Ouais. on a 3 grosses maisons de production parisiennes qui nous font des demandes. Donc, on verra en rentrant. Mais D'accord, d'accord. pour une diffusion qui visiblement serait là pour le coup, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, télévisée. Ouais. Oui, ce qui n'est pas arrivé pour le premier film. Non, 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 pourtant j'avais bien prévenu, c'est pas une accusation, hein, je le répète. J'étais allée voir ces mêmes producteurs et là ces producteurs ont maintenant peut-être compris qu'il y avait un intérêt. Et donc voilà, donc le film sera... le film intéresse, donc on va ramener nos images et on va voir à qui on le propose et comment, sous quelles conditions, etc. Bien sûr, bien sûr. Vous vous souvenez, le point de départ de mon appel, c'était évidemment quand vous aviez été cité, pas nommément, mais par Lavrov, et suite aussi à votre intervention sur CNews, qui avait beaucoup fait parler. Vous vivez ça comment? Vous trouvez ça normal parce que c'est une part des faits qui n'étaient pas assez mis en lumière? Ou ça vous a un peu dérangé dans votre travail parce que être désigné par Lavrov, c'est pas forcément asiatique, enfin, Alors, pas toujours en tout cas. pour le premier point, c'est allé très vite pour l'émission de Pascal Pro. Vous savez comment ça se passe, on vous appelle, on vous fait attendre. Ouais, Et puis, moi, j'ignorais, ouais, la présence de BHL, et deux, je ne savais pas combien de temps je resterais à l'antenne, etc. Il n'était pas du ouais. tout envisagé que je montre ces photos. C'est quand j'ai eu le sentiment que je ne prenais pas la parole et que BHL, semble-t-il, pensait qu'il n'y avait pas de victimes également du côté où on est, et il y en a. Eh bien, j'ai montré les photos où je revenais de cette école où les institutrices avaient été tuées sur le coup. Ça m'avait beaucoup frappé parce qu'en plus j'enseigne en France, donc voilà, personnellement, c'est au-delà du choc de la violence de cette situation. Il y avait aussi le rapport à l'école, etc. Enfin, ça nous avait d'ailleurs toute l'équipe bouleversée. Voilà. Et ensuite, être cité, eh bien, je l'ai découvert totalement par hasard, puisque je ne suis pas les médias. Ici, c'est compliqué. Et c'est jamais une bonne nouvelle, qu'on soit en France ou ailleurs, d'être cité par qui que ce soit, puisque vous devenez instrumentalisé quelque part. Là, je vois que maintenant, j'ai l'extrême gauche qui récupère des images, maintenant il y a l'extrême droite, maintenant il y a les socialistes, enfin, et ça a commencé par Lavrov. C'est dans ce métier de réalisation de films, on n'y peut rien. Et c'est jamais de notre fait. Comment le vivre? Écoutez, la première chose que je me suis dite, hein, ça va être très compliqué pour moi ensuite, puisque comment justifier l'objectivité des images et de mon travail
puisque c'est repris par un membre du gouvernement, ce qui généralement discrédite vos images. Russe, oui. Oui. Voilà. Oui, vous vous êtes dit que c'était un cadeau empoisonné, quoi. C'est pas un cadeau empoisonné, disons que c'est même pas un cadeau. Moi, je ne connais pas je ne sais pas pourquoi ça s'est passé. J'ai pas suivi en fait le début et la fin. J'aimerais bien d'ailleurs voir entièrement comment cette émission a été faite, dans quel cadre ça s'est inscrit, parce que je l'ignore totalement. Donc j'ai hâte de découvrir. Vous voyez, il y a l'avant et l'après. À quel moment ce passage a été nommé, ça je l'ignore. J'aimerais bien connaître la contextualisation pour commencer, parce que je ne l'ai pas. Vous n'avez pas eu accès à tout ça? Ben si, j'ai seulement le petit morceau qui fait le buzz sur Internet, où on entend Monsieur Lavrov, mais il y a toujours un avant et un après. Et moi j'aime bien avoir l'ensemble pour comprendre dans quelle problématique tout ça s'est installé. Je n'ai jamais, par exemple, j'ai vu à un moment donné qu'on disait que j'avais attaqué Emmanuel Macron. Il faut savoir, madame, qu'avant mon départ, j'ai appelé tous les proches que j'avais sous la main de Emmanuel Macron pour les prévenir que ça allait mal se finir, que je partais et qu'il fallait vraiment que je le sentais mal et qu'il fallait tout faire pour la diplomatie. Tout. Je n'ai pas arrêté, j'ai fait un travail une semaine avant d'appels, de mails, etc. Personne ne m'a répondu. Une semaine avant, quelle date exactement? Les déclenchements des opérations, vous voulez dire Non, quand je suis partie, vous savez, quand vous faites du reportage, vous sentez les signaux faibles. Ça se sent. Oui. Je sentais que ça allait mal se passer, tout ça. Les dialogues n'aboutissaient pas, les pourparlers n'aboutissaient pas. Bon, en lisant la presse et quand vous lisez en filigrane, on sentait bien que la tension montait. Et moi, pendant ce moment de tension, j'ai sans cesse appelé tous mes contacts et des proches de Macron. Je pense même que Macron n'a pas eu accès à ces informations. Je me fais aucune illusion, mais j'ai essayé. Oui. Voilà. Mais du coup, c'est quelle semaine quand vous dites avant mon départ? Alors c'est simple, attendez, parce que vous savez je vais vous dire ça clairement, 1 minute, parce que quand vous ne dormez que 2 heures par jour, vous perdez totalement la notion du temps. On est parti quel jour, s'il te plaît, Yann? On est arrivé le jour où... on est arrivé le 23, je crois. Le 23. Parce qu'il faut savoir que pour arriver depuis Paris, ici, il y a environ 24 heures minimum de voyage. Oui. Parce que ça va vite sur une première partie et très lent la deuxième. Vous arrivez en fait, moi je suis interdite de territoire de Kiev pendant 10 ans. J'ai reçu plusieurs menaces de mort d'Azov. Ça aussi, j'ai les preuves de tout ça. Et c'est clairement dit, depuis 2015, je n'ai plus le droit de rentrer. Donc vous passez par Rostov, c'est ce que font aujourd'hui les journalistes qui sont présents, TF1 par ailleurs ou BFM. Là, vous arrivez à Moscou, vous avez environ 3 heures et quelques de vol. Et ensuite, le plus gros trajet, c'est Moscou-Rostov. Là, soit vous prenez le train, il n'y a plus d'avion, c'est 13 ou 14 heures de train. Et ensuite, il faut pénétrer dans la zone. Alors là, c'est encore très compliqué. Vous avez encore 5, 6, 7, 8 heures. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est long, hein. C'est très long. Oui, complètement. Vous, si vous avez 2 minutes pour m'expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé au Donbass, comment vous êtes arrivé à vous intéresser à cette région? Ah oui, alors écoutez, c'est simple, on m'a souvent interrogé là-dessus, mais en 2014-2015, ma fille était inscrite dans une école à Paris, on ne va pas citer l'établissement, et une de ses copines de classe était ukrainienne. À cette époque-là, j'avais gagné le concours de France Télévisions du meilleur programme télévisé, donc j'avais été assez visible dans les médias. Et le papa de cette petite fille m'avait reconnu, on avait parlé de l'émission, et pour l'anniversaire de cette petite fille en présence de ma fille, nous avions discuté des reportages, de mon travail, et là, il m'a expliqué ce qui se passait dans le Donbass, je l'ignorais, il m'a montré des images, dont celles que j'ai envoyées à plusieurs de vos confrères,
je me suis dit, non mais c'est très gros, ça me semble exagéré. Comment c'est possible qu'un président tienne un tel discours? Déjà, ça me semblait invraisemblable, parce que moi, je n'arrivais pas à le retrouver, ce lien depuis la France. Et il s'est avéré que ça a bien été prononcé devant la Rada en mai 2014 ou avril. Et ensuite, C'était quel propos? Vos enfants resteront dans des caves. Si vous voulez, je vous enverrai les documents comme j'ai fait à vos confrères. Ouais. Voilà, au moins vous aurez toutes D'accord, les dates d'accord. parce qu'on est assez pressé. Donc vous verrez ce discours. Ensuite, j'ai découvert le discours d'un journaliste qui appelle à exterminer, enfin tuer. Il propose en toute impunité de tuer 1,5 million de la population du Donbass qui ne sert à rien à ses yeux et qu'il faut absolument ukrainiser cette partie qui est russophone. Hein. Vous voyez, en fait, la partie du Donbass à l'est est russophone, russophile, orthodoxe. Et à l'ouest, elle est catholique et plutôt européenne. Vous voyez, il y a plusieurs Ukraines, c'est ça qui est très difficile dans ce conflit. C'est un pays Bien sûr. qui est coupé, où il y a vraiment il y a des tensions entre les Ukrainiens, et pourtant tous, je vous le garantis, ne souhaitent qu'une chose, c'est la paix. Mais certains ont fait des débordements. Ils sont certes minoritaires, mais très dangereux. Ce sont les nationalistes radicaux. Là, je vous invite à interroger Paul Moreira de Ligne de Front. Il a fait un documentaire là-dessus. Ces gens-là ne sont pas représentatifs de l'Ukraine, mais ils existent. Et d'ailleurs, on a documenté une de leurs exactions là, du bataillon Azov hier à Mariupol. Ces mecs-là ont fait vivre la terreur aux russophones, il faut le savoir, madame. Et donc, en apprenant tout ça, eh bien, je suis de nature extrêmement curieuse. C'est exactement le même type d'image que j'ai pu avoir sous les yeux avant mon départ l'année dernière pour le Haut-Karabakh sur mon sujet sur les exactions de guerre contre les Arméniens. Eh bien, je suis allée dans cette zone avec ce papa, qui parce qu'il faisait de l'humanitaire, m'a permis l'entrée. Et là, j'ai trouvé ça, là, il y a des images, je suis restée, et tout est allé très vite. J'y suis retournée une deuxième fois, après les accords de Minsk, qui n'étaient pas respectés. C'était une... Enfin, je pense que les premiers bombardements qui ont eu sur la population de l'Est en avril et en mai, à mon avis, les gens du Donbass de l'Est ne l'ont pas digéré. Ça a été une extrême violence. Et le discours de Poroshenko, je pense qu'il n'a pas été digéré. Ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Voilà. Ouais, c'est que je comprends. C'est, du coup, vous vous sentez dans quelle position par rapport au ressenti du conflit en France, au discours dominant, évidemment. Ce que vous racontez, personne ne le conteste, mais en même temps, d'une certaine façon, ça vous met un peu dans un camp. Comment vous vivez cette situation? Alors, ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises, et j'espère que je serai reçue sur des plateaux de télévision pour remettre les choses en place, j'ai fait plusieurs demandes pour réaliser un film à Kiev, même en 2015, madame. Ils ont toujours refusé. Ensuite, j'ai été interdite de territoire. Au départ, je devais commencer par Kiev. Ils ont refusé mon entrée. J'avais dit donc à ce papa... Les Ukrainiens? Oui, les Ukrainiens. Ukrainiens ont refusé votre entrée? Oui, très peu de... D'accord. Il y avait déjà de votre travail qui aurait pu, entre guillemets, leur déplaire? Je ne justifie pas. Non, pas du tout. Non, je crois pas. Non, écoutez, madame, à l'époque, j'étais chez France Télévisions. À mon avis, je vois pas ce qui aurait pu déplaire. Je travaillais chez Black Moon Productions. J'avais quitté Black Moon. On avait participé à un concours. On avait travaillé sur le questionnement, la raison, l'aspect scientifique des émotions. C'est un sujet neutre, il n'y a rien de politique. Non. Et alors pourquoi vous avez refusé, à votre avis, alors? Parce qu'il y avait beaucoup de refus, des journalistes ont témoigné, et l'aide humanitaire est rentrée au compte-gouttes. Voilà, pourquoi après, ça c'est, vous savez, les raisons, pourquoi on vous accepte, pourquoi on vous refuse, pourquoi par... Mais vous aviez précisé... Il était interdit, en zone séparatiste, oui, voilà, évidemment. C'est ça. Oui, voilà. Oui, c'est d'accord. Voilà, mais en insistant bien que je voulais voir les deux côtés, parce que je sais bien que les guerres sont sales et qu'il n'y a jamais un gentil, un méchant. Le réel est complexe. Et moi, je voulais rendre cette complexité.
Je pense que ça a déplu, mais j'avais été claire dès le départ. Oui, moi je veux faire un film, mais je veux les deux côtés. Après, écoutez, ça m'a été refusé. On me reproche une prise de position, mais c'est pas à moi qu'il faut la reprocher, cette prise de position, c'est de cet accès qui ne m'a pas été accordé. Tout simplement, sinon le film aurait été fait. Et comment je vis cette prise de position? Je pense que là, pour l'instant, et lorsque je rentrerai en France, je m'expliquerai, je pense que les gens ignorent comment ça s'est passé. Simplement. Voilà, sinon, c'est tout simplement... Comment ça s'est passé au départ pour vous? Oui, votre intérêt cet intérêt puis ce refus des autorités. Si si la deuxième partie n'existe pas, c'est parce que Kiev l'a refusé. Parce que je voulais filmer les deux. Oui, d'accord. Donc c'est ok. Donc c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas un parti pris. Moi, je n'ai pas de parti pris. Je n'ai pas pu faire mon travail, on m'en a empêché. Et d'ailleurs, Liseron Boudoul, vous pouvez l'interviewer, est interdit maintenant d'aller côté Kiev. Alors, avant-hier, j'ai reçu un drôle d'email me disant « Bonjour madame, vos sanctions sont levées, vous pouvez retourner en Ukraine, vos 10 ans d'interdiction ont été levés. » J'ai demandé une lettre officielle de Zelensky, on ne me l'a pas envoyée parce que j'ai craint pour ma sécurité. Et j'ai demandé également d'avoir une protection. On m'a promis ces 2 lettres, on ne me les a pas envoyées. Je peux vous envoyer les screenshots, madame. Oui, avec plaisir, bien sûr. Voilà. Mais vous voyez, c'est pénible tu vois tout ce que je... On vous a dit, si, finalement, vous pouvez venir. Oui, mais sauf que je n'ai pas reçu les lettres d'invitation, vous voyez, parce que je ne vais pas y aller là-bas. Et puis on me demande de passer par des frontières bizarres. On me dit ouais, vous passez par la Pologne, etc. C'est très bizarre. Donc ça, laissez-moi rentrer à Paris parce que vous voyez, je perds un temps fou aussi à envoyer toutes les pièces. Mais je vous donne ma parole. J'ai reçu ça. J'ai dit oui d'accord, je viens à Kiev, mais j'attends une lettre officielle du président et une lettre qui assure ma protection puisque j'ai été menacée de mort à plusieurs reprises. J'ai pas reçu ces lettres. Et on me dit quand même de venir. Je n'irai pas tant que j'ai pas ces lettres. Je pense que vous feriez pareil. Ah, il y a des chances. Je vous remercie. Je ne maîtrise pas, parce que en zone de guerre, avec des gens qui m'en veulent d'avoir filmé de l'autre côté, la moindre des choses, si vraiment cette interdiction a été levée, c'est que je reçois une lettre officielle. Et là, j'y vais et je m'y suis engagée. Et je l'ai d'ailleurs marqué, c'est écrit pour que les preuves soient là. Eh bien, cette lettre, ça fait 5 jours que je l'attends, elle n'arrive pas, madame. D'accord. Ok, je comprends. Du coup, j'ai envie de dire presque la polémique ou le regard qu'on porte, c'est trop loin pour vous, le regard qu'on porte et cette idée que peut-être vous êtes une des rares, alors il faut le dire, journalistes qui avait parlé de cette façon, de ce côté-là, même si encore une fois aujourd'hui tout le monde le dit. Comment vous le vivez? Est-ce que quand on est sur place, c'est qu'il y avait de beaux soucis pour le moment et vous verrez plus tard ou est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne? Très sincèrement, je me concentre sur mon travail, le reste, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, il faut faire fi de ce qu'on dit, il faut pouvoir prouver ce que vous faites, il faut croiser ses sources, c'est ce que j'enseigne depuis des années à mes étudiants. Il faut croiser ses sources. Avant de partir à Paris, en 2015, j'ai rencontré de nombreux professionnels, politologues, sociologues, etc., pour savoir si ces vidéos étaient viables et fiables. Tous m'ont répondu que oui, il y a une enquête qui a été faite avant mon départ. Ça aussi, j'en ai la preuve, je ne suis pas partie la fleur au fusil sans avoir vérifié les vidéos que j'avais reçues. Idem pour le Karabakh. Ce que les gens pensent, moi je sais, puisque ce travail de vérification, de préparation avec des personnalités et des experts a été validé. Donc je m'en moque, enfin c'est pas que je m'en moque, mais que voulez-vous, il y a une polémique, c'est... Quand vous avez fait ce que vous devez faire, c'est-à-dire enquêter avant le départ, fact-checker au maximum, téléphoner à des ONG, etc., et que tout est validé, bon, vous
pouvait partir l'esprit tranquille et recevoir les critiques l'esprit tranquille. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ça aussi, c'est qu'entre le début de votre travail et aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y a une guerre qui s'est déclarée et avec, du coup, un parti pris évidemment occidental, qui est évident. Et finalement, votre voix dans tout ça, elle dissonne aujourd'hui. C'est dommage que ce travail n'a pas été montré en 2015. Peut-être que déjà, le gros problème qui s'est passé aujourd'hui, c'est les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés. Ça, c'est le vrai souci. Cette guerre-là, les États-Unis, etc., ont fait monter en puissance, mais ces pauvres Ukrainiens, je les plains, vraiment, là, parce que ce qui se passe, c'est tragique. Tragique. De l'autre côté, c'est tragique. Là, j'ai récupéré des réfugiés de Mariupol. Hier, c'est indécent ce qui arrive. Donc, comment on aurait pu sauver l'Ukraine? C'était ça la question à se poser avant. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire qui n'a pas été... Comment on aurait pu sauver l'Ukraine avant? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Pourquoi ces accords n'ont pas fonctionné? Est-ce qu'on s'y est suffisamment penché? Là, c'est de la responsabilité des politiques. Les accords de Minsk étaient sous l'égide de l'Allemagne, de la France et de la Russie. Et de l'Ukraine, évidemment. Donc là, c'est à eux maintenant de s'expliquer. Et les accords de Minsk n'ont jamais été respectés. Donc le format Normandie, je me reprends. Le format Normandie était sous l'égide de l'Allemagne, donc de Merkel à l'époque, de Hollande et de Poutine et Poroshenko. Qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de voir comment ça s'est passé. C'est ça qui en 8 ans a fait que cette guerre a quand même continué, qu'on en a très peu parlé, qu'il y a eu des tirs de chaque côté, peut-être pas quotidiennement, mais régulièrement. Il y a eu 13 000 morts, civils comme militaires. Ça va être très dur de savoir combien de chaque côté. Un blocus économique d'une partie de la population qui a généré la fuite des fonctionnaires parce qu'ils ne recevaient plus leur salaire. Les retraités ne voyaient plus leur pension versée. Enfin, il s'est passé des choses abominables. Je suis bien d'accord avec vous, mais je parlais de voix dissonante, c'est-à-dire que c'est un discours, vous avez le sentiment qu'on n'a pas envie de l'entendre aujourd'hui? Non, je ne sais pas, écoutez, j'espère qu'il en compte. J'espère qu'on va trouver une sortie diplomatique. J'espère. Voilà, parce que madame, la guerre, c'est une horreur et elle s'étend. Comme vous le savez, il y a 200 pays en guerre en moyenne chaque année. Donc ce qui se passe ici, c'est horrible parce que c'est à 2h20 de Paris, mais quelle qu'elle soit ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh, c'était ignoble. Et je ne rentre pas encore une fois, vous voyez, dans le Haut-Karabakh. C'est une zone qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Et j'y suis allée. Vous voyez bien que je vais dans des zones où il y a des civils. Le Yémen, c'est pareil. Donc là, c'est le Haut-Karabakh, je peux vous dire que c'est un sujet extrêmement tendu. Tout le monde m'a dit « Ah non, on n'y va pas ». Je parle là D'aujourd'hui. Que puis-je vous dire? Si ce n'est, espérons que la diplomatie trouve une porte de sortie. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Et d'une certaine façon, vous comprenez les opérations menées par les Russes ou pas du tout? Je ne cautionnerai jamais de bombardement, madame. Jamais. Je n'ai pas cautionné ceux de Poroshenko, je ne vais pas cautionner ceux de M. Poutine. Oui. Voilà. Qui peut cautionner des bombardements? Qui peut cautionner des bombardements? Voilà. Non, voilà. J'en sais rien. Donc j'ai critiqué ceux de Poroshenko. Là, les derniers posts, vous verrez, j'étais en zone où il y a eu où l'armée russe a pénétré. Ça sera dans mon film. Quand j'ai pu rentrer en Ukraine, je l'ai fait. Là, j'ai réussi. J'ai réussi parce que c'est des territoires qui avaient été récupérés. Je vais vous montrer les images. Moi, je ne cautionne aucun bombardement.
Vous êtes quoi? Vous êtes une pacifiste? Vous êtes comment vous diriez? Non, je dirais simplement que je suis humaniste. C'est un mot un peu galvaudé, un peu vieux jeu, un peu, mais non, je suis pas pacifique, hein, pacifiste ni pacifiste, pardon. Mais simplement, je m'intéresse aux civils, ni plus ni moins. Et moi, ce que je décris, c'est les effets d'une guerre sur les civils. Parce que dans les journaux télévisés, la guerre est devenue une statistique. Moi, je montre les effets sur les êtres humains de la guerre. C'est ça mon travail. C'est ça mon travail, rien de plus. Oui. Vous voyez, et vous verrez dans Haut-Karabakh, je vous invite à le regarder, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe quand une guerre se déclenche? Comment les gens vivent? Comment ils survivent? C'est mon seul intérêt. Et je peux vous répéter que je ne cautionne pas les bombardements et l'offensive de Poutine. Après, ce que je ne cautionne pas, c'est l'inaction des accords de Minsk. Et ça c'est... on a une part de responsabilité. On a une part de responsabilité, claire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hubert Védrine parle de provocation, je pense qu'il n'a pas tort. Renaud Girard parle de provocation. J'ai pu avoir accès à un de ses derniers articles. Il dit que ce qu'est devenu le Poutine est le produit de provocation. Je ne sais pas s'il a tort ou s'il a raison, mais en tout cas, il ne s'est rien passé pendant 8 ans qui aurait permis peut-être que cette guerre se déclenche des deux côtés, parce qu'elle était bien présente de l'un. Voilà. Et c'est tragique d'en arriver là. Je peux rien rajouter, madame. Non. Par ailleurs, vous craignez pas pour votre sécurité? Je veux dire, d'un point de vue politique, hein, parce que sinon, j'imagine sur le terrain, la sécurité, c'est à chaque instant. J'assume les conséquences de mon métier. Je connais ces risques. J'ai fait un choix, donc je dois les assumer. D'accord. Je peux me permettre de vous demander votre âge? 42 ans. 42 ans. Et des attaches en Ukraine, au Donbass, en Russie? Ni dans le Haut-Karabakh, ni avec les Gilets jaunes, ni en Russie, ni en Ukraine. Je n'ai d'attache. Je vous parle de tous les films que j'ai faits. Je fais des films pour lesquels je n'ai aucune attache quelconque, madame. Vraiment. Oui, non, mais ça aurait pu être le cas, hein, c'est pas grave. Mais voilà, votre intérêt, c'est... Voilà, les civils. Pour la région, c'est les civils. Né un jour d'anniversaire, quoi. Comment? L'intérêt pour la région est né un jour d'anniversaire d'enfant. L'intérêt de la région, non, est né le jour où j'ai vu ces images, madame. Le jour de l'anniversaire d'un enfant, oui, voilà. Tout simplement. Oui, voilà. Oui, tout à fait. C'est ce jour-là, par hasard, que j'ai vu ces images. Si je n'avais pas vu ces images, je n'aurais jamais été au Donbass. D'accord. Comme si je n'avais jamais vu les images du Haut-Karabakh, je n'aurais jamais été au Karabakh. Reporter de guerre, c'était quelque chose que vous vouliez faire ou pas du tout? Chez Black Moon Productions, avec Monsieur Patrick Jean, on avait essayé de développer un documentaire mais plutôt docu-fiction sur la guerre. En tout cas, j'ai toujours été intéressée par l'histoire. C'est une passion chez moi, et les questions géopolitiques, c'est également une passion. Donc je me suis rapidement sentie à l'aise, mais c'était certainement pas un rêve de petite fille, non. Mais j'ai toujours eu un intérêt pour essayer de comprendre le monde à travers des lectures, etc. Mais non, ce n'était pas... tout ça n'est que le résultat de hasard. Vous voyez, je sortais de France Télévisions pour une émission grand public et je me retrouve là-bas. Vous travaillez pour qui aujourd'hui, à part vous-même, hein, et donc un futur diffuseur et un producteur? Eh bien alors, par exemple, ensuite, quand je rentre, Spicy a acheté au Karabakh. Là, maintenant, je vais le vendre pour la télé. J'enseigne à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je donne des ateliers à l'ENS Cachan.
à l'INA, pardon, qui a un partenariat ou avait un partenariat, je ne sais plus s'il est encore en cours. Donc je donne beaucoup de cours, j'enseigne à l'École supérieure de journalisme de Paris. Donc j'ai plusieurs activités. Et je travaille par contre à l'image depuis que France Télévisions, enfin j'ai quitté France Télévisions pour une raison simple, c'est que nous avions gagné le concours et qu'ils n'ont pas honoré le contrat. Je devais gagner 1 an d'émission télévisée et c'est le public qui avait élu mon programme produit par Black Moon avec Patrick Jean de Black Moon Productions, et ils n'ont pas honoré leur promesse. Et donc ce jour-là, j'ai décidé de travailler comme indépendante. D'accord, et c'était quoi cette émission? Ça aurait été quoi? C'était Lazarus en décryptage de l'actualité. C'était en 2014. C'était le TV Lab. C'était la première saison. France Télévisions avait demandé aux internautes de choisir le programme qu'ils souhaiteraient voir à la télé. C'est mon programme qui a développé avec Black Moon, bien sûr, hein, on est en co-auteur, qui a été sélectionné haut la main par les internautes et par le public qui a voté. Et le principe de l'émission, quand nous avons signé le contrat, c'est qu'on gagnait 1 an d'émission hebdomadaire sur France 4. Et le jour où on a gagné, eh bien, on n'a jamais eu 1 an d'émission. Ça m'a profondément déçue et j'ai décidé de me mettre en indépendante. Mais vous savez, Patrick Jean savait... pour laquelle elle n'a pas été réalisée, cette promesse? Ouais, bon, on en reparlera, là je dois partir tourner, mais après, D'accord. Voilà, vous savez, mon producteur m'avait dit à l'époque, Anne-Laure, tu rêves, elle sera jamais, même si on gagnait, elle sera jamais diffusée. Vous voyez, je suis très naïve. Hein. Ouais. Mais rappelez-moi plus tard si vous voulez, là j'ai des gens qui m'attendent pour un départ, je suis désolée, je dois partir. Je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée, madame. C'est normal. Au revoir. Merci énormément en tout cas. Je vous en prie, au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Ok, ils sont là, il y a le